D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est que toutes les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. Vandana Shiva, Carlson dans les années 50, jusqu'à aujourd'hui Greta, c'est des femmes. Donc les femmes ont cette vision, je pense, je ne sais pas, une sensibilité, une espèce de compréhension de l'avenir qui est beaucoup plus forte, je pense, que les hommes. La protection de la famille, la protection de l'être humain. Je pense que le mal, M-A-L, est du côté des hommes, malheureusement. Bienvenue sur Agora Stories. Avec Agora Stories, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du changement. Ils sont scientifiques, sportifs, artistes, photographes, entrepreneurs ou encore navigateurs. Célèbres ou inconnus, ils imaginent des solutions pour demain. Ils se battent pour un monde plus juste et nous partagent leurs grandes réalisations, mais aussi leurs échecs et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Ces femmes et ces hommes ont décidé de faire avancer le monde sur les grands enjeux de nos sociétés. L'écologie, l'égalité femmes-hommes, la démocratie, la solidarité, la diversité. Agora Stories entend raconter leurs histoires. Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 1. Cette semaine, je reçois Yann Arthus-Bertrand. Il est réalisateur, explorateur, grand défenseur de la planète et il est l'un des photographes les plus connus du grand public grâce à la Terre vue du ciel. Et pourtant, peu connaissent son parcours incroyable. Depuis 2005, Yann Arthus-Bertrand, aussi réalisateur de documentaires à succès comme Home, Human, Woman et plus récemment Legacy, s'est aussi impliqué dans le combat pour l'environnement avec sa fondation Good Planet. Yann Arthus-Bertrand, l'aventurier du ciel, c'est cette semaine dans Agora Stories. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, on aborde tout un tas de thèmes. On parle de ses rêves, on parle d'Afrique, on parle d'imaginaire collectif, de l'engagement, de l'égalité femmes-hommes. On parle de ses 1000 vies de photographes, d'activistes et de cinéastes. Sans attendre, voici ma conversation avec Yann Arthus-Bertrand. Bonne écoute. Bonjour Yann Arthus-Bertrand, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Bonjour à toi. Tu as eu le coronavirus, comment ça s'est passé depuis, Yann? C'est pas très important que j'ai eu le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui l'ont. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je l'ai eu la première semaine de l'ancien confinement. Et là, autour de moi, j'étais un des rares qui l'ai eu. Et autour de moi, là, en ce moment, j'ai énormément de copains qui l'ont eu, dont une stagiaire de Sciences Po qui a travaillé avec moi, Lola, qui a 24 ans. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as vraiment, en Bretagne, vous êtes loin de tout avec l'air marin. Vous êtes loin du coronavirus, je pense. Je te remercie. Alors, j'ai une question pour toi. Quelle est ta vision et définition de ce que l'on appelle le bien commun? Parfois confondu avec l'intérêt général, je dirais que c'est souvent confondu par les intérêts individuels, mais qu'est-ce que ça t'évoque, le bien commun? Le bien commun, c'est la vie, en fin de compte. Le bien commun, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, c'est difficile pour moi de lui répondre. C'est marrant parce que dans le film que je suis en train de faire, Legacy, je parle du bien commun, par exemple du poisson qui tourne dans la mer, qui appartiennent à tout le monde, en fin de compte, et que quelques industriels s'approprient, voilà. Donc le bien commun, il est partout. Le bien commun, c'est l'air, c'est la vie, tout simplement. Le bien commun, c'est toi, peut-être aussi. Voilà, c'est l'humanité, tout simplement. Et dans la même veine, qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mot agora, au sens grec, le sens de la place publique? Tu sais, Joker. Non, c'est que c'est compliqué aujourd'hui avec tout ce qui arrive. C'est marrant parce que je suis en plein là-dedans dans mon film. Et en fin de compte, l'agora, c'est qui est responsable de ce qui se passe? Est-ce que c'est les hommes politiques? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les citoyens? Et en fin de compte, on est tous dedans, quoi. Il y a pas de, on est tous responsables. Et si on est tous responsables, je suis responsable. Bon. Bien sûr. Alors, bon Yann, c'est pas toi que je vais dire ça. Le constat, il est alarmant. L'homme, il est en train de consommer la planète. On a 15 000 scientifiques dans le monde qui parlent de la 6e extinction sur Terre. En 2019, il y avait 800 000 hectares de forêts qui ont été détruites par des incendies, des forêts qui sont essentielles. Aujourd'hui, on parle du monde d'après et d'un changement de cap en faveur de l'environnement. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que du haut de mes 74 ans, du haut d'une dizaine de COP à laquelle j'ai été, du haut de toutes les alarmes que j'entends depuis 15 ans. En fin de compte, il faut savoir que le changement climatique, les gens ne se rendent pas compte, mais on en parle depuis 15 ans.
En fin de compte, avant 2015, on n'en parlait pratiquement pas. Moi, dans mon livre, La Terre du ciel, le premier, on parle pratiquement pas du changement climatique parce que voilà, les énergies fossiles. Je me souviens très bien dans mon exposition, au début, il y avait un Allemand qui était venu me voir, qui m'a dit, est-ce que vous avez pensé aux énergies fossiles et à votre impact avec l'hélicoptère? Je vous parlais de quoi, là? Tu vois? Dans 15 ans, c'est rien dans la conscience. Alors justement, qu'est-ce que tu penses du monde d'après? Alors, on va parler des imaginaires. Le monde d'après, il sera comme le monde d'avant. Il sera même encore plus. Il y a un papier dans le Monde ce matin, justement, sur les énergies fossiles, que tous les pays, des ONG ont fait une enquête et se sont aperçus qu'après le Covid, il y a encore plus d'envie d'énergie fossile. Ils ont débloqué beaucoup de freins pour remettre l'économie en route. Il faut savoir qu'on est complètement accro à cette tyrannie religion de la croissance et on dépend tous de la croissance. Il y a très très peu de gens qui ne dépendent pas de la croissance. En tout cas, moi, j'en dépends pour faire mes films, pour ma fondation. Donc, c'est très compliqué de sortir de cette envie de faire plus et surtout le système est installé d'une certaine façon où on a besoin de cette croissance pour vivre tous, quoi. Il y a très peu de gens qui ne vivent pas de la croissance. Si la croissance, en fin de compte, c'est ce qui paye les hôpitaux, c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye les instituteurs. Voilà, les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est la croissance qui nous paye. Et si tu arrêtes la croissance, eh bien, je sais pas dans quel état ils doivent être à Bercy en ce moment, réfléchir à ce qu'ils. Et donc, il faut vraiment. C'est pour ça ils sont paniqués qu'on arrête de travailler, quoi. On arrête de tourner la machine. Et c'est très difficile de vivre mieux avec moins, de l'apprendre. Tu vois, ça met en cause tellement d'entreprises qui en ont besoin. Et puis surtout, on a créé autour de nous des besoins qui sont pas du tout essentiels pour faire tourner la machine, quoi, tout simplement. C'est intéressant parce que faut savoir qu'avant l'arrivée du pétrole, c'est le pétrole qui a tout changé. On dit qu'un litre de pétrole, c'est comme 100 personnes qui travaillent une journée. Et moi, ça me passionne l'agriculture. Et quand tu vois qu'avant, 2 Français sur 3 travaillaient dans les champs. 2 sur 3. Avant 1850, en 1850. Et on dit que d'ailleurs que les grandes vacances avaient été faites que les livres en mois de juillet pour que les enfants puissent aller aider de travailler dans les champs. Aujourd'hui, c'est 2% de la population française qui travaille dans les champs. Aujourd'hui, avec un tracteur, tu peux travailler tout seul sur 200 ou 300 hectares. Et tu fais du céréales pratiquement tout seul. Alors qu'avant, il fallait des centaines de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Et voilà, il y a énormément de métiers qui se sont créés. Alors, il n'y a pas une intention du capitalisme, d'asservir l'homme et de vendre à tout prix. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'on a tous avancé ensemble. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de revenir en arrière. Donc, le monde d'après, je pense que on a la conscience de ce monde fini ou de ce monde pas forcément très sympa qui arrive. Hier, j'enregistrais des trucs du film et je disais qu'en 2070, si on continuait comme ça, une grande partie de l'humanité sera invivable pour l'homme à cause des chaleurs des zones tropicales. Et on parle de 3 milliards de personnes qui auraient un climat comme le Sahara. Donc, ça veut dire qu'ils devront partir. Donc, je crois que c'est les chiffres qui nous dépassent. On a même du mal à imaginer ça. C'est drôle que tu vois ça dans le Monde, tu vois dans la page Planète du Monde qui est vraiment bien foutue. Tu lis ça et tu passes un article à côté sur les élections américaines ou sur le Covid, ce qui sont beaucoup, beaucoup moins importants qu'en fin de compte la survie de notre espèce ou de l'humanité. Et c'est assez étonnant comme on s'est habitué à ces chiffres et tous ces alertes, c'est un peu comme des mots morts qu'on n'écoute plus vraiment, on n'y croit pas vraiment. C'est très compliqué. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que par rapport aux mots morts, il y a les discours qu'on entend souvent sur le dérèglement climatique nous disent qu'on peut pas du jour au lendemain modifier le système économique, mais la pandémie quelque part a prouvé exactement l'inverse. C'est ce que dit aussi le François Dedieu, qu'un sociologue qui a parlé dans les pages d'Ouzbek Erika cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de cette capacité d'action? Alors, je sais que tu es un optimiste inquiet, mais qu'est-ce que tu penses de cette possibilité d'action de ton côté? Écoute, j'en sais rien. Je suis vraiment un écolo un peu perdu aujourd'hui. Et c'est drôle parce que quand je me souviens, quand le film d'Al Gore est sorti, quand j'ai fait mon film Home, tu vois, oui. On pensait que c'était pas si difficile que ça de privilégier les énergies renouvelables. Je pensais qu'il y avait une prise de conscience, tout le monde en parlait. Et tout le monde regardait. Et tout le monde était. Et en même temps, on s'est caché derrière l'espoir, une espèce d'espoir, tu vois, des villes en transition, des écolos qui faisaient plein de choses, du film Demain. Bon, je pense que ça nous a caché un petit peu, ça nous cache un petit peu la réalité, tout ça. Et qu'on se dit, il y a plein de gens qui font, la conscience est là, on va y arriver. Mais en fin de compte, en 2008, on consommait 90 000 barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions.
alors qu'il y a des énergies renouvelables partout. En fin de compte, les énergies renouvelables ne sont pas soustraites aux énergies fossiles, elles se sont additionnées. On ne consomme pas moins de pétrole aujourd'hui. Et on sait que tout le carbone, en fin de compte, la solution, c'est décarboner nos vies, quoi. En fin de compte, il faut arrêter de consommer du charbon, du pétrole ou du gaz. Et en fin de compte, on ne peut pas, parce que ça, c'est le sang de notre économie. Et comme l'économie, c'est le sang de notre confort, quoi. Et on est complètement accro à ça. On est accro à ça. Et donc, je vois pas très bien comment on va... et je me demande si c'est pas... et quand tu vois ce qui s'est passé cette année, les incendies gigantesques partout, tu vois ce qui est passé, les inondations là qu'il y a eu terribles autour de Nice, on voit bien la violence des ouragans, on voit bien que la nature, quand elle se déchaîne, elle est plus forte que tout, qu'on peut rien faire. On est un peu, on est resté un peu des primates, mais avec la technologie des dieux. On sait tout faire, on peut tout faire, et on veut croire, un peu comme des adolescents. Oui. On veut croire en ce qu'on veut. On croit en ce qu'on veut. On veut pas voir. On est un peu dans un déni collectif et c'est assez compliqué. Et surtout aujourd'hui où la crise économique est en train de nous rattraper avec le Covid qui inquiète tout le monde, je pense qu'on veut recommencer comme avant, vite, quoi. On veut surtout pas changer les choses. Est-ce que c'est normal que 70% du CO2 soit émis par 1/8 de la population mondiale? 1/8 de la population mondiale émet 70%. C'est hallucinant, quoi, ces chiffres. Donc, il y a une injustice incroyable. Moi, je suis pas quelqu'un qui est trop dans les mots. J'aime bien les actions, j'aime bien les mots, c'est bien. On gagne pas la guerre avec des mots, on gagne la guerre malheureusement avec des actes. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton expérience à travers le monde, ce que tu as vu avec Woman, qui est un documentaire sublime qui souligne un peu les dérives du sexisme et un peu la force intérieure des femmes? D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est que toutes les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. Et toutes, Vandana Shiva, Carlson dans les années 50, jusqu'à aujourd'hui Greta, quoi, c'est des femmes. Donc les femmes ont cette vision, je pense, je sais pas, une sensibilité, une espèce de compréhension de l'avenir qui est beaucoup plus forte, je pense, que les hommes. La protection de la famille, la protection de l'être humain, je pense que c'est... Et puis, alors c'est drôle parce que moi je voulais faire un film au début beaucoup plus sur les injustices. Pourquoi 80% des illettrés sont des femmes? Pourquoi les gens les plus pauvres du monde sont dans les pauvres? 80% c'est des femmes. Pourquoi les femmes sont bien soignées dans beaucoup de pays, comme en Afrique par exemple? Et c'est des femmes qui font 8, 9, 10 enfants, ont énormément de problèmes et sont très mal soignées. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose que je voulais dénoncer. Pourquoi, par exemple, dans les prisons françaises, ça c'est un chiffre qui me fascine toujours, il n'y a que 2 à 3% de femmes. Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire, tu vois, je pense que le mal MAL est du côté des hommes, malheureusement. Je sais un peu vite fait ça. Mais en gros, je pense que le mal est malheureusement est très souvent du côté des hommes pour le pouvoir. Voilà, la violence. Et puis l'homme est plus fort. Et donc, et de travailler avec Anastasia Mikova, qui est une journaliste formidable, elle m'a fait réfléchir sur, en fin de compte, il fallait parler des règles, il fallait parler de la beauté, de la sexualité, de choses que je n'aurais peut-être pas parlé moi-même directement dans un film. Et en fin de compte, c'est un film que j'ai fait avec 18 femmes, et les femmes ont pris le pouvoir sur le film. En fin de compte, on était 2 garçons dans l'équipe, et en fin de compte, au bout d'un moment, on a compris que c'était plus leur film que le mien, assez étonnamment. Et c'est vrai que ce film m'a fait changer de regard sur ma mère, sur mes sœurs, sur ma femme, bien évidemment. Voilà. De toute façon, tu fais des films pour grandir. Moi, je vieillis pas, je grandis tous les jours par tous les films que je fais. J'apprends, quoi. Et j'espère que je suis un peu moins con chaque jour. Voilà. Alors, je rappelle que Woman est disponible aujourd'hui en VOD aussi. On mettra aussi son lien pour ceux qui veulent le retrouver en description. Alors, Yann, parfois tu parles de l'Afrique que tu connais très bien, hein, à l'heure où on parle quelque part des imaginaires du futur, ce qu'on souhaite construire ensemble. Toi, quelle est la place de l'instant présent dans ta vie? Elle n'est pas assez présente, ça c'est sûr. Elle n'est pas assez présente parce que je travaille trop. J'adore ce que je fais. J'ai du mal un peu. J'essaye de faire de la méditation, j'y arrive pas. Voilà, de yoga, ça m'emmerde. Voilà, je suis un peu et ça s'arrange pas. Donc j'essaye de. Puis surtout cette histoire ça fait 1 an que je fais ce film Legacy. Ça fait, je sais pas à 100%, mais et là on est en train de finir et ça me travaille énormément cette histoire de changement climatique,
crise mondiale, de comment. Et je m'aperçois qu'on est dans une espèce de cul-de-sac et tu as du mal à vivre l'instant présent quand tu dois te projeter dans l'avenir. C'est Nicolas Hulot, il a une bonne formule là-dessus. Il dit en fin de compte, on a une paire de lunettes pour regarder de près et une paire de lunettes pour regarder de loin. Et le changement climatique, bien sûr, avoir une vision. Et quand tu mets les deux lunettes à la fois, bah, tu vois flou. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit tous flou. Et je trouve que c'est une bonne formule pour expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et de plus en plus, ça me touche personnellement et mais assez étonnamment, tu vois, je me réveille la nuit, je prends des notes. Ouais, moi, je suis écolo depuis que j'ai 20 ans, si tu veux. Donc, Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a un film très intéressant sur Netflix en ce moment, sur Oui. David Attenborough, qui fait un peu ce que le film Legacy, qui raconte sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il a 92 ans et tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un film à regarder. Voilà. Donc c'est un film qui parle de son histoire? Oui, c'est son histoire. C'est David Attenborough, tu vois, c'est le grand journaliste anglais qui travaille à la BBC, qui a fait tous les fameux films incroyables, toi, Planète Océan. Et Planète Océan, c'est un film à moi. Donc il a fait beaucoup, beaucoup de films. Voilà. Et voilà, avec la BBC, qui est peut-être les meilleurs films au monde sur l'écologie. Et vraiment, faut regarder ce film. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais le recommander. Ah oui, je le recommande. Avec toute la série Planète de Netflix, ils ont fait une série Planète qui est absolument incroyable sur Netflix. Elle est incroyable. Et faut regarder le making of qui est encore plus fort. D'accord. Alors Yann, tu parlais tout de suite de ton inquiétude et de tes espoirs aussi. On parle de la montée des eaux et quelque part l'exposition Legacy, elle restera aussi un instantané qui est hors du temps. Quelle est la différence entre la glace de l'Arctique et la glace de l'Antarctique? Je sais que c'est quelque chose que tu apprends de temps en temps aux autres. Non, parce que les gens ne savent pas du tout. Les gens ne savent pas que la glace de l'Arctique, c'est de l'eau salée, quoi. C'est de l'eau gelée. Donc, si elle fond, elle ne va pas faire monter les océans. Même si le Groenland, quand même, qui est pas très loin de l'Arctique, on dit que si seulement le Groenland fondait, l'eau monterait de 7 mètres. Et l'Antarctique, si elle monte, je crois que c'est 17 mètres. De toute façon, c'est à mon avis certain que l'eau va monter, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle va monter en 50 ans ou en 200 ans? Personne ne le sait vraiment. En ce moment, tu sais, je disais l'autre jour, en ce moment, la concentration de carbone de l'atmosphère, c'est le même qu'il y avait il y a 20 000 ans, ou je sais plus. Alors, je te dis pas les chiffres exacts. À l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Il y avait des arbres en Antarctique. Imagine. Des arbres en Antarctique, c'est vrai ça? Waouh. On a trouvé des arbres, hein. On a fait des carottages au fond de l'Antarctique, et on a trouvé des morceaux d'arbres. Ce qui veut dire que la concentration de carbone maintenant, de toute façon, on est arrivé vers un processus qu'on ne pourra plus arrêter. Ce que dit Jean Covici, il dit très bien, justement, c'est tout le climat qu'on a eu pendant. Je suis désolé de continuer revenir au changement climatique. Je suis tellement dedans en ce moment. Le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, et puis il est parti à jamais. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas un petit bouton reset. Oui. On va revenir au climat d'avant. On ne retrouvera jamais le climat qu'on a eu avant. Et ce qui est terrible en plus, c'est de savoir que aujourd'hui, tout ce qu'on fait n'aura d'effet que dans 20 ans. C'est ça qui est inouï. Ah oui. C'est-à-dire que pendant 20 ans, tout ce qu'on fait, ça va rester la même chose. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, en 2050, ça risque de, si vraiment, en fin de compte, c'est assez simple. C'est comme ça que je finis mon film, en disant qu'il suffirait simplement de consommer, de se dire qu'on va réduire de 5% chaque année nos émissions de carbone, un peu un Covid chaque année. Et ça, c'est faisable. C'est chaque année. Et c'est drôle comme, tu vois, quand tu vois les COP qui sont, en fin de compte, les COP, c'est des grandes réunions de copropriétaires où personne s'entend, où tout le monde, c'est l'égoïsme des nations, tout le monde veut privilégier son économie, privilégier ses électeurs, quoi. En fin de compte, moi, j'ai assisté à énormément de COP, hein. J'ai commencé en 92 à la Terre du ciel, où d'ailleurs a parlé la petite Suzuki. Je ne sais pas si tu connais cette vidéo incroyable, Severn Suzuki, qui parle en 92. C'est là où j'ai commencé la Terre du ciel. Mais jamais aucune COP n'a fait baisser le CO2. Jamais. Pourquoi? Parce que les COP, c'est quoi? C'est une grande réunion de copropriétaires. Toute personne ne s'entend. Il y a l'égoïsme des nations qui joue. Chacun protège l'économie de son pays. Donc, on ne peut pas avancer comme ça. Il n'y a pas d'union sacrée, quoi. On n'est pas un pays. On est 180 pays où chacun, défend ses intérêts. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en fin de compte, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, on est toujours dans le même système. On n'arrive pas à sortir de cette tyrannie de la croissance. Et la croissance, c'est le Graal de tout gouvernement. D'ailleurs, dans Human, je vous conseille de regarder ça, dans Human, il y a le président Pepe Mujica
qui parle extrêmement bien de ça. Tu devrais le mettre en copie de vidéo, c'est sur Internet. Et il parle très très bien de ce monde où on vit en fin de compte, on vit, on travaille pour acheter. Voilà. Bien sûr. Je mettrai le lien de Human dans la description. Alors, Yann, c'est quoi Legacy pour toi? Est-ce que c'est une mise au point sur ta vie? Ça parle de ce que la génération de la croissance à tout crin laisse aux jeunes aujourd'hui. Est-ce que ça parle de l'impact de l'homme sur Terre? Tu peux nous en parler? Legacy, c'est d'abord un retour sur quand j'avais 30 ans, je travaillais au Kenya et j'étais un garçon naïf et un peu utopiste. Et à cette époque-là, je pensais que ce qui était important, c'est de protéger les éléphants, protéger les rhinos. Voilà, je pensais pas que un jour, ça serait l'espèce humaine qui serait en danger. C'est même inouï de penser à ça. Dans les années 80, on était complètement dans un autre monde, quoi. Et après, je commence la Terre du ciel, je me rends compte de beaucoup de choses. Et voilà, et c'est 50 ans d'écologie, si tu veux, de réflexion. Moi, je me souviens quand je votais Dumont, tu vois, dans les années 60, tu vois, je me souviens dans mon village, j'habitais l'Allier, et il y avait dans mon village, il y avait 300 habitants, il y avait sur Dumont, il y avait marqué une voix, c'était la mienne, toi, dans le journal. C'était marrant. Non, l'écologie à cette époque-là, c'était un peu un truc utopiste. Par contre, c'était un peu du jardinage, l'écologie à cette époque-là, des petits oiseaux, quoi. Même si Dumont parlait déjà d'Afrique et de la sécheresse. Mais si tu veux, ces 50 ans, quand tu les regardes avec les yeux ouverts, avec le courage de la vérité, c'est extrêmement déprimant, quoi. Je ne sais pas comment on peut être optimiste. Être optimiste aujourd'hui, c'est être con, quoi. Je veux dire, quelque part, je dis pas ça qu'il ne faut pas le coup de se battre, mais j'essaie de trouver la clé, tu vois, pour. Tout à fait. Oui. Tu vois, je suis qu'un mec parmi 7 milliards d'autres. Je suis pas rien d'autre que ça. Donc, on devrait. L'idée, c'est comment tous ensemble on va y arriver, parce que tu n'as pas besoin d'être un activiste du changement climatique pour changer le monde. Tu peux être architecte, boulanger, paysan. Voilà, chacun à sa façon peut le faire. Et c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Et ça vaut le coup de se battre, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, regarde sur les pesticides dernièrement, quand regarde ce qui vient de se passer, c'est comme assez déprimant, quoi. Tu te dis, mais c'est inouï. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière là-dessus? Il faut beaucoup mieux. Voilà, on est des très gros producteurs, c'est vrai, de sucre, mais est-ce que c'est si important que ça en face de la biodiversité? C'est quand même, quand tu vois le rapport du WWF qui te dit que en 50 ans, on a perdu 70% des oiseaux, des poissons, des mammifères, des amphibiens, des batraciens. 70%, mais c'est dingue. Et on continue, comme si on était obligé, on ne peut pas faire autrement pour sauver l'économie. Mais merde, tu vois, il y a des moments où tu te dis, mais. Et je pense que, moi j'en parle beaucoup dans mon film à la fin, je dis qu'il faut absolument voter aujourd'hui que pour des politiques qui mettent l'écologie au cœur de leur programme. Il ne faut pas voter pour les autres. Les ignorer, ça ne veut rien dire. Alors, Yann, tu es un amoureux de ton pays, ça on le sait tous. Tu peux nous parler de France, une histoire d'amour, ton prochain film? Alors, on a commencé ce film à tourner qui était arrêté par le Covid, puis arrêté aussi parce que ce qu'on a fait ne marchait pas trop bien. C'est un film qui part sur... en fin de compte, c'est Disney qui m'a demandé de faire un film sur la nature en France. D'abord, je trouve qu'on est dans un pays incroyable. Les Allemands, ils ont un proverbe que j'adore qui dit « être heureux comme Dieu en France ». En France, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a un paysage inouï, on a un terroir, on a des gens incroyables, on a la culture. On est un super pays, moi, qui est, tu vois, entre les montagnes. Et donc, je me suis dit, écoute, j'aimerais bien faire un film sur ça, quoi, sur ça. Parce et puis aussi, en plus, ce que j'ai oublié, le plus important, c'est qu'on a un pays avec des lois sociales inouïes, quoi. Inouïes. Aujourd'hui, même si on râle tous et qu'on n'est jamais content, mais comme dans un pays où la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, on se rend pas compte de ça. Et je voulais parler de ça. Et on a commencé par interroger des gens dans un immeuble à Boulogne, qui est un immeuble social avec beaucoup d'émigrés et de France. Et un mélange de bobos et d'émigrés algériens, c'est assez intéressant, qui me racontaient leur France. C'est assez fascinant. Et l'idée, c'est d'après aller filmer la France dont ils nous parlent. Et puis aussi, j'ai une idée. Je vais te le dire. Je l'ai pas beaucoup annoncé, et je vais te le dire. J'ai été un jour à la Poste de Boulogne, et là, il y avait une dame qui parlait au gars qui était derrière son comptoir et qui parlait de la mort de sa mère.
Et à un moment, elle pleurait, et à un moment, elle dit au postier qui est en face, je dois vous emmerder avec cette histoire, monsieur. Excusez-moi. Et le type répond, pas du tout, madame. Moi, j'adore vous écouter, et ça vous fait du bien, ça me fait du bien à moi aussi. Et donc, si tu veux, ça m'a vachement ému. J'en ai parlé après au directeur de la Poste. Il m'a dit que vous ne pouvez pas savoir comme les facteurs ont une place importante en France, chez les Français. Et du coup, on lance le film. Les 60 000 Français ont les facteurs, 60 000 facteurs. Du coup, on a lancé un projet. Alors, je ne veux pas te le dire parce que c'est encore un peu secret, mais bon, la Poste serait pas content. En tout cas, les 70 000 facteurs vont faire partie du film. Et voilà, ils vont me parler de leur France préférée. Voilà, donc plus ça va, enfin, quand plus j'aime les gens, et je me réfugie aussi un petit peu dans mon travail, un peu là-dedans, parce que c'est plus facile de parler d'amour. Tout le monde, même le parfait salaud, le parfait con, a l'humanité en lui, j'en suis sûr. Donc c'est ça qui est intéressant à trouver. Et c'est plus facile de parler d'amour aujourd'hui que de parler de changement climatique. Voilà. Alors, tu vas sillonner les routes de France en train. Je crois que l'avion, c'est terminé pour toi, Yann, il me semble. Écoute, j'ai arrêté l'avion. Je l'ai dit officiellement, sauf la dernière fois. J'ai trahi ma parole. J'ai été au Portugal lancer mon film Woman. Et le matin, je prenais le train. 33 heures de train, c'est même incroyable. Comme toutes les capitales européennes ne sont pas reliées en train. C'est inouï. Tu peux aller à Amsterdam, tu peux aller en Italie, mais va à Madrid, il faut passer par Barcelone. Et si tu veux aller à Lisbonne, 33 heures de train, 6 changements. Mais c'est une folie, quoi. Donc j'avais décidé de le faire. Et pareil, si tu vas aller à Copenhague, même pour aller à Berlin, il faut changer, quoi. C'est dingue. Il y a vraiment un travail à faire incroyable. Et le matin à 8h, on m'a dit, écoute, il ne faut pas y aller, parce que tu vas être bloqué à Madrid à cause du couvre-feu. Donc j'ai pris l'avion à contre-cœur. Ouais. Donc j'ai arrêté de prendre l'avion. Et d'ailleurs, ça m'allait très bien de ne pas prendre l'avion. Je suis très content de arrêter de prendre l'avion. En même temps, je suis vraiment quelqu'un qui a tellement pris l'avion dans ma vie que s'il y en a un qui doit arrêter, c'est moi le premier. Donc je ne faut surtout culpabiliser personne là-dessus. Bien sûr. C'est quoi être dans la banalité du bien qui nous entoure? Ça veut dire quoi, à défaut d'être dans la banalité du mal qui nous entoure? La banalité du mal, c'est un mot qu'une célèbre philosophe israélienne a parlé au moment du projet d'Eichmann, Hannah Arendt, tu dois connaître, la banalité du mal. Et ça m'a... enfin, on vit dans la banalité du mal, c'est-à-dire que on mange de la viande industrielle, on dit bon, c'est pas grave, hein, on sait très bien que c'est pas bien, mais on le fait. On prend une bagnole diesel parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Pour nos auditrices et nos auditeurs, quels sont tes engagements personnels en faveur d'une réduction des émissions? Non, mais je fais le maximum. Je fais le maximum et j'en fais pas assez. Mais j'ai pas envie de faire ce que je fais. J'ai pas envie parce que si tu veux, moi je suis tellement privilégié dans mon métier que j'ai les moyens d'avoir une voiture électrique, j'ai des moyens peut-être d'acheter bio en permanence. Je sais pas si c'est, mais je sais pas. C'est pas forcément une question où j'ai envie de répondre. Voilà. D'accord. Parce que je sais qu'effectivement que tu travailles maintenant en train et c'est déjà une grosse action. Oui, mais tu sais, j'ai tellement été quelqu'un qui a profité, qui a pris des hélicoptères, qui a pris l'avion. J'ai quand même été dans 120 pays en avion dans ma carrière, que je suis tellement été privilégié, qui m'a permis d'ailleurs d'avoir cette conscience, d'avoir vu et de photographier les choses, que c'est d'avoir vu le monde qui m'a fait comprendre des choses. Je suis un privilégié là-dessus. Peut-être que j'ai plus de conscience supérieure à celle des autres parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé, beaucoup écouté de scientifiques, donc j'ai eu cette chance de faire ça. Donc aujourd'hui, j'aurais dû arrêter de prendre l'avion il y a 15 ans, en gros. Tu vois, je me dis, et c'est assez marrant que c'est la petite Greta qui m'a fait arrêter de prendre l'avion. Je suis parti à New York présenter Woman dans un truc officiel, tu vois, une première à New York importante. Donc j'étais à New York 48 heures, tu vois. Ouais. Et en lisant le bouquin du discours de Greta dans l'avion, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'une fille de 16 ans me dise ce que je dois faire, tu vois. Et elle a tellement raison. Et j'ai dit à mes amis, tout de suite dans l'avion, j'arrête. C'est fini, j'arrête. Et tu vois, c'est drôle parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire. C'est comme de passer végétarien. Tu as envie de le faire, tu le fais pas. Voilà. Puis un jour, tu dis, j'y vais.
Et c'est pas une décision facile. Tu vois, c'est pas un truc que tu sais que tu dois le faire. Et après, quand tu le fais, ben c'est inscrit à l'intérieur, quoi. C'est pas un truc que tu Mm. fais comme ça par un coup de tête. Et l'avion, c'est pareil. Et c'est drôle parce que je suis arrivé à New York et on fait toujours la queue à New York quand on arrive à passer la douane. D'habitude, ça te fait chier, t'es énervé. J'étais super calme. Je disais, c'est la dernière fois que tu le vois, profites-en. Et j'ai profité ces 2 jours à New York. J'y retournerai sûrement à New York, je sais pas, mais bon, en bateau. Mais comme c'est la dernière fois, c'est différent, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a pas très longtemps, je devais aller à Lisbonne. J'avais pris les billets de train. Train, c'est compliqué pour aller à Lisbonne. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est 33 heures de train et 6 changements, c'est fou. Et, et le matin même, avant de partir, quelqu'un m'a dit ne pars pas, ne pars pas, tu vas être bloqué à Madrid, il y a un couvre-feu, si tu arrives là-bas, tu ne vas pas pouvoir sortir. Et Mm. donc, les gens qui m'avaient invité là-bas, il y avait une grande première à Lisbonne, j'y étais en train. Et j'y étais vraiment en train à contre-cœur. Moi, je me disais, en avion, excuse-moi, j'y étais en avion, un peu forcé. Bon, on n'est jamais forcé, hein, j'aurais pu le faire par vidéo, mais je me suis pas senti le courage d'imposer ça aux gens qui avaient tout préparé pour moi, voilà. Et j'étais mal à l'aise. Et je l'ai dit, j'ai envoyé un petit message sur Facebook, moi qui fais jamais de message. Je dis, je prends l'avion, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Et j'ai reçu un peu d'engueulade, mais bon, c'est la vie, normal. C'est la vie, mais tu l'as assumé. Alors, Oui. Yann, on pourrait parler photo, on pourrait parler de la planète, on pourrait parler d'engagement. D'ailleurs, tu dis souvent que l'engagement, ça rend heureux. J'en suis persuadé. Je Ouais. pense que de regarder tout ce qui se passe en ce moment et ne rien faire, c'est pas très bon pour ton karma, pour toi, quoi. Tu peux pas te sentir bien. Justement, à l'heure du référendum pour les animaux, moi, je voudrais parler des animaux avec toi. D'où vient cette passion que tu as pour les animaux? Je sais que tu as ouvert une réserve zoologique à une époque. Tu peux nous en parler? Oui, quand j'avais 20 ans, je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami, qui avait 20 et quelques années, un peu plus que moi. J'étais Hmm. très amoureux, j'ai vécu vraiment une histoire d'amour incroyable avec elle. Elle m'a fait confiance, elle avait une très grande propriété, c'était un peu la caricature des petits nobles de province, tu sais, qui n'ont pas beaucoup d'argent, avec un château et des grands territoires. Et on a créé, pour faire vivre, pour sauver l'endroit, on a créé une réserve zoologique. C'est la grande époque de Zo de Thoiry, des émissions de François de Lagrange, de la grande époque qui était complètement différente à celle d'aujourd'hui. Quand je suis parti, au bout de 10 ans, on a été la plus grande activité touristique du centre de la France. On avait 200 000 personnes. Et Oui. elle m'a fait confiance et elle m'a laissé, moi qui étais un gosse un peu perdu, qui avait été très mauvais à l'école, qui savait pas très bien où il allait. Elle m'a fait confiance et je me suis découvert une âme d'entrepreneur. Et j'ai élevé énormément d'animaux, des lions, des tigres, Ouais. parce que Thoiry, par exemple, il tuait les petits lions, et c'est parce qu'il y en avait trop. Et donc, j'avais un parc où il y avait une dizaine de lions, je rentrais au milieu, j'adorais, tu vois. Les Ouais. lions, c'est un animal qui est extrêmement, tu vois, euh, affectueux, et Bien qui sûr. t'aime vraiment beaucoup. Et j'avais un chimpanzé que quelqu'un m'avait donné, parce on recueillait beaucoup d'animaux que des gens avaient ramenés d'Afrique. C'est l'époque aussi, assez incroyable, où tu pouvais ramener une panthère d'Afrique chez toi, quoi. Personne ne disait Ah, rien, tu non. vois. C'était inouï, quoi. Et donc, j'avais une panthère qui avait ramené des RCA, j'avais un chimpanzé qui avait été ramené du Congo. Bien Et je sûr. m'étais fasciné par ce chimpanzé, parce que c'est assez fascinant, c'est tellement intelligent comme animal. Et quand j'ai voulu partir au Kenya étudier les lions, je l'ai fait parce que j'avais lu le bouquin de Jane Goodall. C'est ce que j'allais te dire, Yann. Tu avais comme travaux de référence Jane Goodall, Diane Fossey, et justement, c'était des références pour toi. Bien, parce que surtout Jane Goodall, j'avais lu son livre qui s'appelle Les chimpanzés et moi, qui m'avait vraiment fasciné parce que j'avais un chimpanzé, et j'ai voulu. Et ce qui est formidable en France, c'est qu'on peut passer un doctorat, une thèse. Tu as un directeur de thèse qui accepte ton travail Mm. sans avoir aucun diplôme comme moi avant. Donc avec Pierre Pfeffer qui était au muséum, il a accepté qu'on passe une thèse sur le comportement des lions. Et Mm. avec ma femme, on est parti là-bas dans les années 78, travailler là-bas. Alors, Yann, quelles étaient tes références? Parce que en matière de photographie à l'époque, quand tu as commencé, puisque c'est venu dans un second temps. Alors, mes références, c'était Hugo von Lawick. Hugo von Lawick était le mari de Jane Goodall, qui avait Mm. été un photographe du National Geographic, qui avait fait un livre formidable sur le Serengeti. Et aussi George Scheller, qui était un Ok. scientifique américain qui avait étudié. Tu connais George Scheller? Oui.
Ah bah dis donc, tu connais bien le truc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, qui était un scientifique, qui a étudié aussi les gorilles, qui a étudié le panthère des neiges, et qui était un type incroyable, parce que c'était un scientifique, en même temps un très bon photographe, en même temps un très bon écrivain, ce qui est rarissime, quoi, de savoir d'être bon dans les trois. Voilà. Mais je connaissais pas Cartier-Bresson, je connaissais pas Douaneau, tu vois, je Oui, connaissais que la photographie animalière. Nick Brandt. Oh non, mais c'est Nick Brandt, c'est bien après. Nick Brandt, c'est un gars qui vient de la publicité. Et à cette époque-là, il savait même pas que ça existait, je pense, les animaux. Je sais pas d'où il vient, hein, je dis n'importe quoi, mais je pense pas qu'il connaissait bien. Et, et à cette époque-là, la photo était surtout pour moi un moyen de faire mon étude. Donc, c'était vraiment la façon de témoigner. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de faire de la photo que d'écrire. Et mon directeur de thèse avait accepté qu'on le fasse en photographie. Et d'ailleurs, je vous racontais une petite histoire. Je sais pas si c'est au courant, mais il y a un photographe qui est mort hier, qui s'appelait Bruno Barbet, avec qui j'étais assez proche, qui était un des 4 photographes académiciens avec moi. Et il est mort hier matin. Et on se connaissait pas très bien. On se connaissait depuis 2 ans. On se voyait beaucoup à l'académie, on parlait, mais je le connaissais pas bien. Mais il y a une histoire que je voulais raconter, c'est que quand j'étais au Kenya, que j'étais photographe, et j'essayais de vendre mon sujet sur les lions, qui n'intéressait personne. Et c'est la grande époque de Géo, du Figaro Magazine, National Geographic. Et un jour, on me dit, bah, si tu veux vendre un truc à Géo, il faut que tu ailles voir le directeur artistique de Géo Allemagne, qui est en ce moment chez Magnum, qui est une très grande agence de photo à Paris. Il faut que tu ailles le voir. Et donc, moi, toi, petit photographe, 30 ans, connaissant rien, très naïf, j'arrive chez Magnum. Bonjour, je travaille au Kenya. Est-ce que je peux voir monsieur? Je ne me souviens plus de son nom de directeur artistique. Et on me l'amène dans une pièce. Il était avec Bruno Barbet, ce photographe qui vient de mourir hier. Et Bruno, je me présente et le gars, le directeur artistique de Géo, dit oui, je suis désolé, mais je suis avec Bruno, on voit un sujet, il faudrait revenir plus tard. Et Bruno dit, mais écoute, c'est pas grave, on va le voir, puisque t'es là, on va montrer ses photos. Et il avait cette espèce de côté formidable d'aimer la photographie des autres, tu vois. Et donc, je projette mes photos et Bruno dit, mais c'est formidable ce qu'il fait, tu devrais absolument le publier. Et donc, c'est grâce à Bruno Barbet que j'ai pu publier mon premier sujet sur les photos. Et Bruno est mort hier et je l'embrasse fort. Voilà, il est. Merci pour ce partage, Yann. Je sais aussi que le travail de Salgado sur l'Amazonie ne te laisse pas insensible. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'évoque, Salgado? Alors, moi, je connais Salgado depuis très longtemps, Sébastien depuis très longtemps, puisqu'on est un peu de la même génération et on se connaît depuis. À l'époque, il faisait de la couleur, il était chez Gamma avant qu'il rentre de chez Magnum, donc on connaissait très bien. Et on était et c'est drôle parce que mon travail de la Terre vue du ciel a été très inspiré par son travail qu'il avait fait qui s'appelle La main de l'homme. Il a fait un très grand projet sur la main de l'homme magnifique. Il était exposé. Il a tout de suite été dans les musées, lui, alors que moi, j'étais plutôt un photographe de paysage, la couleur, tout ça. Et donc, j'étais très inspiré par son travail, sur la façon qu'il avait de travailler, de faire un travail complet, de pas faire un travail. Parce que quand tu es photographe, tu travailles sur des sujets assez courts, en fin de compte, qui durent, tu vois, une journée, 2 jours, une semaine, et tu passes à autre chose. Tu rentres jamais vraiment à l'intérieur, quoi. Et sur le travail de la main de l'homme, il a vraiment fait un travail de fond. Et à cette époque-là, ça se faisait très peu chez les photographes. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire la Terre vue du ciel en 92, après la conférence de Rio. Donc, je me suis pas mal inspiré. Et on se connaît très bien. On s'est eu au téléphone hier parce qu'on était tous les deux très proches de Bruno. Et voilà, c'est un photographe que j'admire énormément. Alors Yann, tu dis souvent que ce sont les animaux sauvages, et en particulier les lions, qui t'ont appris la photographie. Pourquoi? Bah, ils m'ont appris la photographie. Parce que ils m'ont appris la patience, ils m'ont appris qu'est-ce que c'était que la beauté naturelle, la beauté évidente. Ils m'ont appris aussi l'attente pendant longtemps, d'attendre d'attendre le bon moment. Quoi. La photo, ça se fait pas tout de suite, ça se fabrique pas, il faut attendre qu'elle arrive. Et puis ils m'ont certainement d'abord ils m'ont appris une chose qui m'a beaucoup marqué, qui me suit encore beaucoup dans ma vie d'aujourd'hui, dans mon travail. J'en parlais si tu veux tout à l'heure, mais c'est que ce qui est génial en Afrique, c'est que les animaux n'ont pas peur de toi. Et ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas. Moi, j'adorerais que les sangliers, les cerfs, les biches, les chevreuils n'aient pas peur de moi. Tu vois, moi, je suis à Rambouillet, il y a beaucoup de cerfs et biches, et si elles me voient à 200 mètres, elles se barrent en courant. Et si tu veux, en Afrique, ben, une antilope, tu peux l'approcher à 20 mètres en bagnole, et elle vit sa vie. Tu n'es pas un prédateur. Et ça, d'avoir vécu pendant 3 ans au Kenya, avec ma famille, avec tous ces animaux, bah, certainement que ça m'a marqué à vie, quoi. Ça m'a marqué. Moi, je viens de là, je viens de ces 3 ans. Et tout ce que je fais aujourd'hui, quelque part, se rattache à ça. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que ces moments que j'ai faits au Kenya,
Oui. J'étais très heureux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais tout ce que j'étais amoureux. J'avais vraiment la vie que je rêvais, quoi. Tu vois, la vie, Oui. tu te construis une maison en Afrique, tu as les éléphants qui passent devant ta maison. C'est un truc inimaginable, quoi. C'est que dans les films que tu rêves ça. Et certainement, je me dis avec le recul que je n'ai pas assez profité. Tu vois, c'était quelque chose de normal pour moi, alors que c'était pas normal ce que je vivais. Et souvent, on se souvient des moments très malheureux de son existence, mais des moments très heureux, on n'en profite pas comme des moments heureux. On en profite, Bien sûr. mais sans se rendre compte que c'est des moments qu'il faut profiter pour savoir en jouir de ces moments. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Yann, par rapport à cet instant. Alors, tu parlais de construire ta maison qui a été un moment qui t'a rendu ivre de joie, tu l'as dit, ivre d'être en vie. Et il y a un autre moment, ce sont tes mots qui t'a rendu comme ça. C'est le jour où ta petite étoile était là, un crash d'hélicoptère à la Nouvelle-Orléans. Quelle est la place de la chance dans ta vie? Comment tu considères ce moment qui se passe? Je me pose pas tellement la question. Je pense avoir quelqu'un qui a beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai eu trois crashs d'hélicoptère et j'en suis sorti. Trois crashs, dont un très fort. J'aurais dû mourir, c'est vrai. Mais tu sais, non, voilà, j'y pense pas. J'y pense pas. La chose qui est vraie, en tout cas, c'est quand j'ai vu l'hélicoptère se casser la gueule, je savais que j'allais mourir. Mais tu vois pas ta vie qui défile, hein. T'essayes de t'en sortir. J'essayais de dire au pilote ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Et on s'en est sorti par miracle. Mais tu vois pas ta vie qui défile, hein. T'essayes de te battre pour tenir encore en vie et tu sais que tu vas mourir. Ça, c'est un truc pas très marrant à vivre. Mais après, quand t'es vivant, c'est un peu quand tu perds ton portefeuille, toi, t'es vraiment emmerdé, t'as pas eu tes cartes de crédit, tu vis plus, puis un jour tu les retrouves et t'es super heureux. Bah, c'est un peu pareil. Tu vois, tu croyais que t'allais mourir et d'un seul coup t'es pas mort. Bah, je veux dire que c'est vraiment. Et je me souviens avec mon assistant, que j'ai pas gardé parce que on avait eu 2 crashs ensemble et je trouvais que c'était trop pour lui, quoi. Il y avait quelque chose qui était pas normal. Et je lui ai dit, écoute, on va arrêter de voler ensemble. C'était triste, qu'il était très bon assistant. Et je voulais pas le remettre sa vie en danger. Je trouvais que c'était pas bien. On s'embrassait en pleurant, on était ivre de joie. Et c'est drôle parce qu'après, j'étais sur un porte-avions américain. J'avais été élitreillé sur un bateau hôpital, un porte-avions transformé en bateau hôpital. Et je voulais boire du vin, c'est assez curieusement, parce que le vin, c'était mon pays, c'était mon terroir, c'était des moments de copains. Alors, je me dis pas pourquoi. Et c'est drôle que depuis ce moment-là, moi qui n'ai pas du tout un amateur de vin, j'aime bien le bon vin, le vin nature. Hein, je suis un fou des vins nature. Et je bois le vin d'une façon différente parce que je sais que ce qu'il y a dans ce vin, quoi, c'est mon pays qui est dedans, c'est les bons moments. C'est un peu nunuche, ça, mais voilà, je le dis avec sincérité. Bien sûr. Alors, tu parlais de Rambouillet tout à l'heure. Il me semble que tu as le projet d'acheter un espace naturel de 30 hectares à Rambouillet. Oui. J'ai vidé mon compte en banque et pris un crédit pour acheter une propriété de 30 hectares, absolument magnifique. Une propriété de toute ma jeunesse. J'ai vu des cerfs et des biches passer et je les ai vus là. Et on allait les voir quand j'étais gosse avec mes parents. Et c'est un endroit qui est une vallée de 30 hectares qui est clôturée, fermée. Les animaux passaient au-dessus du grillage. Et il y en avait plus depuis quelques années. Je connais cet endroit depuis très très longtemps. Okay. Et quand je suis en vente, je me suis battu pour l'avoir. J'ai traité avec la SAFER, je te dis pas le truc, parce que cet endroit, on va le laisser en liberté. C'est-à-dire qu'on va. C'est ça l'objectif. Il y a des scientifiques qui vont étudier tout ce qu'il y a comme plantes et insectes dedans. C'est un endroit qu'on pourra visiter le samedi matin. C'est une association qui le gère. Je t'ai prêté une association, voilà, pour qu'on puisse avoir des dons, tu vois, des fonds pour s'en servir, parce qu'il n'y a pas de rentabilité là-dedans, que les écoles puissent venir. Voilà, c'est un endroit. En fin de compte, je suis très bêtement fier de faire ça. Je me dis au moins j'avais 30 hectares où je vais laisser la liberté revenir. Voilà, je rends la liberté à la terre. Ouais, c'est ça d'une certaine façon. Yann, qu'est-ce qui te stimule aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire dans notre société? Oh, c'est l'amour des autres. Je pense que c'est les gens, les belles actions, les gens que je rencontre. Toi, j'avais pas du tout envie de faire cette interview. Je te trouve extrêmement sympathique et j'ai plus envie d'arrêter avec toi. Tu vois. C'est exactement pareil. Tu vois. Je trouve que t'es passé. Mais c'est vrai, je te le dis avec sincérité. Tu vois. Sincèrement, des podcasts, on m'en demande beaucoup. Tu le sais. Bon, tu m'as pas lâché le morceau. Je veux dire, t'as un peu insisté. Mais tu vois, c'est la rencontre avec les gens. Enfin, de rencontrer des gens avec qui tu partages des choses et c'est ça qui peut te donner de l'optimisme dans ce qui va se passer. C'est tous les gens qui ont vu Human ou qui ont vu Woman comprennent ce que je veux dire. Ouais. Et d'ailleurs, je
je finis le film sur Legacy, qui est un film quand même pas rigolo. On parle d'environnement, sur les images de Woman, parce que je pense que c'est l'amour de l'autre qui va te changer. L'amour des autres, alors tu rencontres des personnes. Yann, il y a quelque temps, tu as rencontré le pape, tu as passé 1 heure avec le pape. Alors c'était comment? Ouais, alors ça c'est marrant, c'est comme une blague, parce que c'est rigolo, parce que bon, je m'occupe. Disons que avec quelqu'un, on s'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, avec un groupe de copains. J'ai fait un film formidable qu'on peut regarder sur YouTube, il faudrait que tu mettes le lien, qui s'appelle Retour à l'essentiel. Ok. C'est un film formidable. Et c'est tout orphelinat, j'essaye de l'aider. Et après, quand les gosses sortent de l'orphelinat, ils n'ont plus le droit de rentrer à l'orphelinat. Ils n'ont plus le droit de rentrer à l'orphelinat. Ils doivent sortir. La loi leur interdit de revenir à l'orphelinat. Donc, souvent, ils sont dans la rue. Les filles tombent enceintes. Les mecs sont dans la rue. Donc, on a créé une petite maison pour les aider à continuer leurs études. D'ailleurs, je suis vraiment ravi parce qu'en ce moment, chez moi, j'ai un des gosses de l'orphelinat qui passe, écoute, bien, qui a une école d'ingénieur pour devenir pilote. C'est génial, toi. Je suis tellement content que ce gosse ait réussi à faire ça. Il est très courageux. Ouais. Et toi qui étais pilote et qui est toujours pilote. Oui, je suis pilote. Je suis pilote de montgolfière, d'avion, mais pas voilà, un petit peu. Je suis un vieux pilote. Et j'ai plus de licence. Et donc, je me disais, il faut que je trouve un moyen de financer l'orphelinat. Et tu sais, le pape, il a fait une encyclique qui s'appelle Laudato Si, qui est très écolo, un peu compliqué à lire, je trouve, moi, pas assez facile à lire, écrit par un jésuite, à mon avis, mais assez, en tout cas, il dit les choses. Et c'est un pape formidable. Donc, je demande avec l'éditeur avec qui j'étais dans l'avion, on va faire un livre là-dessus, et on fait un bouquin où j'ai illustré en photo, avec mes photos, qui est déjà faite, ce livre. Donc, le livre marche très bien. Donc, je rentre dans le circuit, on négocie les droits avec le Vatican. Le Vatican voulait pas me donner les droits. Je disais gonflé quand même. Moi, je donne mes droits. Le pape, il peut donner ses droits. Là, alors, c'est pas lui qui traite directement, tu vois. Bon, voilà. Donc, on traite. Et puis, un jour, il m'appelle, il me dit, ah non, non. Et puis, alors, on fait le livre. Et puis, un jour, on me dit, le pape veut venir, veut vous voir. J'écoute, d'accord. Donc, on part à Rome. Et en fin de compte, je vois le pape avec 500 personnes, tu vois, qui me serrent la main 30 secondes. On fait la photo. Je lui donne le livre, il le pose sur le côté. Il en avait rien à foutre, manifestement. Le pauvre vieux, il penche la tête pour me dire que derrière lui, j'avais quand même 200-300 personnes qui attendaient pour lui dire bonjour. Et il est sympa parce qu'il dit, au début, il dit surtout ne m'embrassez pas la main et vous agenouillez pas. Vous n'avez pas le droit. Je suis comme vous, on reste debout tous les deux. Okay. Bon, je pars de là très déçu parce que j'avais vu 1 minute, c'était très bien. Je lui donne même une lettre qu'on avait écrite avec Olivier Blon, avec qui je travaille beaucoup, pour que ce serait génial de faire une fête de l'environnement chaque année dans les églises. Un moment, dans le monde entier, faire la journée de l'environnement dans les églises où les scientifiques voudraient parler du changement climatique. Je trouvais ça une idée sympa. Bon, je donne une lettre. La lettre reste il repose sur le côté, elle va dans les milliers de lettres qu'il doit recevoir tous les jours. Et un jour, on m'appelle et on me dit, voilà, est-ce que vous voudriez mettre en image un texte que fait le pape sur les océans? Et je dis, mais pourquoi pas? Et donc, il m'envoie la photo du pape. Le pape avait enregistré dans son bureau, d'une tristesse mais infinie, un texte sur les océans. Il le lisait. Et j'appelle, j'ai dit, écoutez, je peux pas faire un film là-dessus. C'est pas bon pour personne. Moi, je veux bien le faire si je viens au Vatican interroger le pape. On me dit, c'est pas possible. Le pape, c'est comme la reine d'Angleterre. Il donne jamais d'interview. C'est pas possible. J'ai dit, écoute, désolé, je fais pas le film. Et puis, voilà. Et j'oublie. Et puis 3 semaines après, quelqu'un m'appelle, il me dit, bon voilà, bonjour, c'est le Vatican, le pape vous attend. Je dis, bon, vous pouvez enregistrer si vous voulez après-demain matin. Je dis, d'accord. Donc, je pars avec mon co-réalisateur Michael Pittier, qui j'ai fait Planète Océan. Je pars avec un cadreur, on arrive là-bas et on fait un truc inouï. On visite le Vatican le soir fermé. On est tout seul dans le Vatican et on fait tout seul. Toi, t'imagines le Vatican, ce que c'est, un truc incroyable. On trouve un endroit, le matin, le pape arrive. On était un peu tendu, on avait monté une chaise, un studio, un éclairage, tout ça avait été installé. Et puis on avait changé les textes dans le pape. On trouvait que son texte n'était pas assez engagé. Alors avant qu'on change un texte écrit par le pape, ou du moins écrit par ses services, ça va jusqu'en haut. Fallait que ce soit visé par 50 personnes. D'accord. Donc on arrive, et le pape, il avait un énorme prompteur. Un prompteur, c'est un énorme papier qu'un gars tenait à bout de bras, en hauteur, écrit à la main, écrit en gros. Et il y a un gars qui déroulait à la main, tu vois, le prompteur derrière. Le pape, alors, il arrive, et j'ai dit bonjour, j'ai dit comment je vous appelle, monsieur le pape. Je rigolais un peu, tu vois. Il me dit mais appelez-moi François, ça va très bien comme ça. Et puis vraiment sympathique, mais il se force pas. On sent que c'est un type qui aime les gens, quoi. Voilà. Alors il commence à faire le texte. À un moment, je dis écoutez, j'arrête tout, je dis écoutez, Père François,
là, vous n'avez pas d'énergie. Là, il n'y a pas d'énergie. Ce que vous dites, vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Soyez gentil, mettez plus d'énergie. S'il vous plaît, Père François. Et alors, il y a un type à côté de moi qui me dit, Monsieur Artus Bertrand, je vous signale que vous parlez au pape. J'ai dit, excusez-moi, excusez-moi. Alors, le pape, il a rigolé, c'est pas grave. Donc, on a fait le texte. Et alors, à la fin, ça durait 20 minutes, une demi-heure. Puis à la fin, il dit, est-ce que vous voulez avoir un chapelet gratuit? J'ai dit, oui, bien sûr, un chapelet gratuit. Donc, il envoie quelqu'un chercher un chapelet gratuit pour tous les membres de l'équipe. Et alors, on reste à discuter avec lui, je regardais. Mais génial. Alors, on regardait le bouquin La Terre vue du ciel. Je lui parle qu'il mangeait de la viande industrielle au Vatican, que c'est pas normal. Je lui parle qu'il c'est pas normal qu'il mangeait pas bio au Vatican, parce que j'avais mangé au Vatican. Il prenait des notes. Il dit, mais pourquoi la viande industrielle? Alors, je lui explique pourquoi. Petitement, je dis qu'il était venu qu'une vieille voiture diesel, c'était pas terrible quand même qu'il pouvait venir avec une voiture électrique. Bon, voilà. Très gentiment, parce qu'il en fin de compte, il s'est mis à notre niveau. Il s'est mis à notre niveau. Donc Yann, après avoir eu les clés du Luxembourg, tu as eu les clés du Vatican, c'est quand même dingue. C'est des choses qui paraissent impressionnantes, mais tu es un humain comme les autres. Quels sont selon toi, peut-être, si tu devais en choisir un, quel serait le plus gros échec que tu as eu et quel enseignement, quelle force en as-tu tiré? Alors les échecs, tu sais, d'abord, échec professionnel, dans le sens qu'aujourd'hui, les photos que je préfère, celles que j'ai ratées. Tu rates des photos, par exemple, quand j'étais au Kenya, je me souviens, j'attendais depuis 6 mois une chasse, et un jour, je voyais une chasse incroyable, et j'avais pas mis de film dans mon appareil photo. Et donc, et je pense beaucoup plus à cette photo ratée que toutes les photos que j'ai reçues dans ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est la photo que j'ai dans ma tête, que j'ai pas faite. Souvent, je me souviens, un jour, j'étais à New York, il y avait des clochards dans des paquets de cartons qui jouaient au Monopoly sur un paquet de cartons. La photo était formidable, il y avait une vue. Et j'ai pas fait la photo. Et si tu veux, c'est ce genre de choses, là, je m'en souviens tout le temps. C'est des genres de photos ratées. Alors après, les échecs, tu sais, j'en ai un paquet. Est-ce que j'ai été un bon père? Est-ce que j'ai été un bon mari? J'ai beaucoup privilégié ma vie professionnelle sur ma vie familiale. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Bien sûr. En échec. Alors peut-être, j'ai pas été un très bon fils. Voilà, c'est pas un échec, mais j'ai su parler. J'étais vraiment un gosse terrible, pas sympa. Mais tu as su parler à ta maman quelques années plus tard. Oui, c'est vrai. J'étais m'excuser auprès de ma mère qui a rigolé, qui m'a dit on pardonne tout à ses enfants, mais j'ai pas su le faire avec mon père. Et ça, je trouve ça con. Tu vois, je m'entendais pas du tout avec mon père et j'avais envie de lui dire merci simplement parce qu'il s'est occupé de moi. On s'est pas entendu, il était mais il s'est occupé de moi. C'est drôle parce qu'on dînait ensemble et on savait qu'on devait se parler, on n'arrivait pas à se parler. Il y a même moi ce truc, tout le monde connaît ça, on est en face quelqu'un, on a des choses importantes à dire et on n'arrive pas à le dire. Et on attend tous les deux que ça se dise, tu vois. Et on se dit on le fera demain, on le fera après. Voilà, voilà, pour moi, ça c'est un échec avec mon père, mais un échec, je sais pas, c'est un échec, mais c'est un regret. Et puis tu sais, réussir sa vie professionnelle, c'est pas difficile, mais réussir sa vie d'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est un graal impossible que j'essaye, voilà, d'être quelqu'un de bien, quoi. Et je suis pas quelqu'un de bien, voilà, j'essaye, j'améliore. Mais tu vois, il y a des gens comme ça qui sont que tu admires. Quand moi, je suis devant Mathieu Ricard, par exemple, j'ai une espèce de bonté naturelle qu'il a en lui. Alors, je dis pas qu'il est meilleur de moi, meilleur que moi, sûrement pas, mais une espèce de sérénité de vie, une espèce de générosité envers les autres. Et moi, c'est drôle, j'ai ma vieille tante qui a 102 ans, que j'aime beaucoup et qui est dans une maison de retraite de religieuse en Normandie. Et je vais la voir de temps en temps. Et la dernière fois, j'ai été la voir, elle était... tu vas dans des maisons de retraite, c'est pas gay, il y a des couches partout, ça sent le pipi, t'as des gens comme Alzheimer qui crient, tu vois des gens, c'est des fauteuils roulants qui sont à l'air un peu absents dans le couloir. Et t'arrives chez elle, elle a 102 ans, elle est brillante. Et je lui dis, mais comment tu fais pour dès que j'arrive, t'as le sourire? Jamais tu te plains que je suis pas venu un peu plus souvent, tu râles jamais. Et elle me dit, mais direct, Yann, c'est extrêmement facile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et je pense que mon plus gros échec aujourd'hui, c'est de penser encore trop à moi et pas assez aux autres. Voilà. Mais merci pour ton honnêteté. Et puis, tu parlais de Mathieu Ricard. Je rappelle qu'effectivement, on s'était croisés aussi à la Fondation Good Planet lors d'une conférence publique avec ton ami Mathieu Ricard qui exposait aussi. Et c'était très intéressant aussi de le rencontrer et d'écouter ce qui était dit sur place. Est-ce que, quelque part, on peut se dire que l'humanité, effectivement, elle est au cœur de tous tes projets,
Si tu devais choisir une œuvre d'art, Yann, en particulier pour parler de l'époque, une œuvre d'art, qu'importe le style, qu'importe les goûts, laquelle tu choisirais? Alors, je vais être extrêmement prétentieux, mais terriblement prétentieux. Je parlerai de mon film Human. Hmm. Parce que d'abord, c'est pas mon film, c'est un film d'une équipe. Tu vois, Human, t'amènes une idée, mais on est quand même une 20, une trentaine à travailler là-dessus avec la même passion. Et je pense que Human est un film qui est voilà. Et dernièrement, j'ai vu un film formidable de Terrence Malick qui s'appelle le dernier Terrence Malick qui s'appelle Vie cachée, qui est un film formidable sur le bien et le mal. Et Terrence Malick est certainement, alors il y en a beaucoup d'œuvres, tu vois, mais là je l'ai vu il y a pas très longtemps. Et c'est rare les réalisateurs qui sont extrêmement bons dans le cadrage, dans le jeu d'acteur, et surtout qui t'envoient un message mais tellement simple, alors c'est un film très long, mais c'est un film qui transperce le cœur et qui est magnifique. Justement sur la banalité du mal, justement. D'accord. Ouais, c'est une belle référence à mettre en description aussi. Si tu pouvais parler, Yann, 10 secondes de toi du passé, le Yann qui a 10 ans et qui sort de l'école, quel message tu lui passerais? Alors moi je suis pas du tout vers le passé. Le passé, les gens te parlent, donc de gens qui me parlent de leurs problèmes avec leur père, leur mère. Moi, j'ai complètement effacé tout ça et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant, c'est pas ce qui est derrière. Mais il y a tellement de gens qui sont enfermés dans leur passé. Et souvent, c'est aussi le défaut que j'ai, quoi. J'ai du mal à que les gens soient pas tous comme moi, quoi. Et voilà, c'est ce que me dit ma femme qui est psychothérapeute. Mais elle a raison. Euh, non, mais j'étais un gosse perdu qui sortait, qui voulait que sortir, qui voulait rencontrer des gens, discuter avec les copains. J'étais un gosse voleur, un gosse menteur. J'étais vraiment et c'est drôle parce que Tu dormais dans les cinémas aussi. ouais, c'est drôle parce que j'ai été très marqué. Moi, j'ai vu Citizen Kane une vingtaine de fois parce que je dormais dans un cinéma qui s'appelle le Cinéac sur les Champs-Élysées. Je rentrais par la sortie, donc j'ai beaucoup vu. Il y a deux films que je connais par cœur. C'est Le Fanfaron, qui était au cinéma Le Biarritz. Je rentrais par derrière aussi, qui est un film de Vittorio Gassman et Trintignant. Et surtout Citizen Kane, qui est une espèce. J'ai eu la chance de voir 20 fois Citizen Kane. C'est pas, je connaissais les répliques par cœur. Hmm. Voilà, mais si tu veux, j'ai eu une chance inouïe. J'aurais dû finir en prison. J'ai pas mal de copains sont tombés dans la drogue. Ouais. Je vivais avec une prostituée à Pigalle. J'ai tout vécu, quoi. Et cette époque était une période très trouble, mais j'étais assez, tu sais, j'étais dans le temps présent, quoi. Je vivais au quotidien sans m'inquiéter de ce qui se passait. Bien Et sûr. c'est vraiment, tu vois, j'ai fait un film comme acteur avec Michel Morgan. Ça m'intéressait pas, en fin de compte. J'ai vécu Oui. ça comme du conte de fées, sans vraiment travailler. Et Hmm. après, c'est vraiment quand je suis arrivé à Saint-Augustin, que c'était la réserve dans la dont je m'occupais, que j'ai découvert pourquoi j'étais fait, quoi, ou ce qui me plaisait. J'ai eu cette chance inouïe. Et en fin de compte, ma véritable éducation, ben, je l'ai faite là, quoi. J'ai fait avec cette femme qui Hmm. avait 43 ans, j'en avais 20, qui m'a fait confiance. Et à cette époque-là, vivre à 20 ans avec une femme de 43 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ça au plus haut de l'État. Et, à cette époque-là, c'était quelque chose vraiment dont on ne parlait pas, donc était assez honteux. Je me suis fâché avec mes parents, fâché avec mon meilleur ami, bien sûr. Donc tout était un peu compliqué, mais tout s'est arrangé par la suite. Euh, et surtout, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas peur de ma chance. Que Ouais. je pense que la chance, elle passe à tout le monde. Tout le monde dans sa vie. Alors bien sûr, si tu es handicapé, bien sûr, si t'as un de tes parents handicapé, des choses que tu peux pas changer, quoi. Et c'est compliqué. Et c'est peut-être des choses qui sont le plus terrible qui peut t'arriver dans ta vie. Mais et j'en ai beaucoup parlé dans Human et dans Woman. J'ai essayé d'en parler parce que j'ai toujours une admiration incroyable devant ces femmes qui toutes seules restent avec leurs enfants handicapés parce que les enfants, bon, je change un peu de sujet, mais Oui. les handicapés, c'est 90% de familles monoparentales et c'est les femmes qui restent toutes seules, ont un courage Hmm. et elles les aiment, quoi. Donc, et la chance, elle passe pour tout le monde. Et ou tu la saisis ou tu en as peur, quoi. Et trois quarts des gens ont peur de leur chance. Moi, quand je suis parti au Kenya, pilote de montgolfière, sans argent, tout le monde m'a dit mais t'es un fou, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vis dans un château, t'as un boulot formidable. Mais voilà, j'avais envie d'aventure et la vie n'a pas de. Si tu prends pas de risque dans ta vie, c'est pas intéressant, quoi. Les réussites, ça ne marche qu'avec le risque.
Et les Totalement. risques, souvent, ils te dépassent un petit peu. Et Oui. quand tu réussis, ça te donne super confiance en toi, quoi. Tu fais d'autres choses. Faut pas avoir peur de l'échec. T'apprends des échecs, t'apprends de tout ça. Et j'allais te demander quel serait peut-être ton conseil pour les entrepreneurs qui, des fois, qui se lancent avec un bout de ficelle. Ce serait peut-être de prendre des risques. Mais tu sais, c'est tellement difficile de donner des conseils aux autres. Oui. Tu peux pas parler pour toi, pas pour les autres, mais je pense qu'il faut toujours essayer de réaliser ses rêves. Parce que si jamais après tu t'essayes pas, toute ta vie, tu dis merde, j'aurais dû essayer, toi. Hmm. Voilà. Et je vois plein de jeunes. Hier, c'est drôle parce que sur un podcast, j'avais dit justement que tous les jeunes qui veulent me rencontrer, ils me téléphonent et je les vois tous. Et quelqu'un veut me voir avec mon assistante, ça peut durer 5 minutes, un café ou une heure, un peu comme avec toi d'ailleurs. Tu Oui, vois, en fin de compte, t'aimes participer, t'aimes parler à des gens, tu vois. Donc moi, j'aime les gens. En fin de compte, je suis pas parfait, loin de là, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais je me suis aperçu que les gens me nourrissaient, quoi. Je devenais meilleur, je devenais moins con. Au contact des autres, tout simplement. Et donc, c'est un peu une marketing de vie, quoi. Bah, tu deviens meilleur avec les autres, donc tu parles beaucoup d'autres, tu vois, et c'est human, on a quand même fait 10 000 interviews, quoi. C'est colossal, d'une heure de gens autour du monde qui parlent de leurs problèmes. Voilà, et je pense que chacun, et je dis ça parce que hier, j'ai un jeune qui m'a appelé. Il dit, je vous ai écouté sur un podcast, j'ai dit, ma chance, je vous appelle. Alors, je l'ai appelé. On a parlé une demi-heure. Et voilà, j'étais content de lui parler. Et il faut toujours essayer, quoi. Tout est bien difficile. sûr. On te dit toujours, c'est super difficile. Mais je crois pas que c'est plus facile à notre époque que maintenant. Je pense pas. Alors Yann, peut-être un conseil lecture pour conclure. Soit qu'est-ce que tu lis en ce moment alors? Pour moi, mon idole, c'est Stevana Alexandrovna Alexievitch, qui est une fille qui a eu le prix Nobel et qui a écrit un livre qui s'appelle La Supplication sur Tchernobyl, qui a écrit énormément de livres. Et c'est une journaliste qui fait que des interviews. Il m'est arrivé une histoire inouïe avec elle. Ok. C'est qu'un jour, je suis invité en Biélorussie. Elle fait partie c'est une activiste biélorusse, elle a eu le prix Nobel. Et elle vit encore en Biélorussie. Elle reste là-bas dans son pays, un petit appartement à la russe. Parce que tu as été en Russie, les appartements sont tous les mêmes, des appartements un peu standards. Et un jour, j'ai été invité par l'ambassade de France à projeter mon film Human en Biélorussie. Et qui m'a accueilli à l'aéroport? Elle, avec un bouquet de fleurs. Je peux dire que j'étais en pleurs d'émotion. Même t'en parler, toi, maintenant, ça me trouble. Quand tu rencontres quelqu'un qui est ton idole, que tu as lu tous ses livres, que tu l'adores et que tu l'attends que c'est la personne qui va t'accueillir avec un bouquet de fleurs à l'avion, c'est invraisemblable. Et tout son argent du prix Nobel, cette femme, elle le met pour faire venir des artistes, en Biélorussie pour les jeunes. Et on a fait 2 projections formidables de Human dans un cinéma énorme avec 500 personnes et chaque fois standing ovation. Et j'ai étonné comme les Biélorusses parlaient tous anglais formidablement. Génial. Yann, si tu pouvais me conseiller une personne, quelqu'un qui pourrait venir témoigner sur le podcast, ce serait qui? Il y en a beaucoup. Il y a, je vais te trouver des noms, t'inquiète pas. Il faut toujours quelqu'un qui a envie de le faire, qui soit généreux. J'en connais pas mal. Écoute, on verra. Il faut que j'y réfléchisse. Parce qu'effectivement, bon, à chaque fois que je t'appelle au téléphone, tu crois que c'est Guirec Soudé, mais au-delà de Guirec, Guirec Soudé, il habite pas loin de chez toi. Et lui, par exemple, dans la vente aux enchères qu'on fait pour la fondation, il y a un lot où tu peux passer 2 jours à Evinec avec lui. Voilà. Bah écoute, je vais y participer, mais pas sur ce lot-là, parce que tu comprends pourquoi. Alors, dernière question, Yann. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Bretagne? C'est la question à la con que te posent tous les gens de leur pays. Tu arrives dans tous les pays du monde, tu arrives en Éthiopie, tu arrives en Floride, tu es interrogé par la télévision locale, on te connaît ou tu as fait une expo. Qu'est-ce que vous aimez chez nous? Alors, je suis d'abord, mais sincèrement, et je le dis avec sincérité, tout ce coin-là, Buguélès, Plougrescan, Ivinec, c'est un des plus bels endroits du monde. Et je le dis, et chaque fois que je vais là-bas, je suis étonné du peu de gens qu'il y a et de la beauté de l'endroit. Et quand tu reçois le son d'hélicoptère, quand il fait beau, c'est un peu les Bahamas. Tu as l'eau bleue, tu vois, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'ai une maison à Port-Cros aujourd'hui parce que j'ai tellement été marqué par l'île d'Ivinec où j'allais voir les parents de Guirec, Stanis Soudé, que je voulais absolument avoir une île dans ma vie. Alors j'ai failli acheter d'ailleurs une île à côté je ne plus du nom, une île qui était à vendre à côté de Vinec, là, entre Plougrescan et Tréguier, mais bon, le prix n'était pas dans mes tarifs. Et ça a toujours été un rêve. Et je suis un peu à Port-Cros grâce à ça. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup la Bretagne.
J'aime ce coin, voilà, j'aime surtout la beauté de cet endroit. Mais je répète qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est la beauté des gens, quoi, plus que les paysages, parce que j'ai passé ma vie à aller dans le plus bel endroit du monde. Mais moi, la beauté du monde ne m'a pas nourri du tout. J'ai passé, tu vois, j'ai vu dans 120 pays, j'ai photographié, et c'est pas ça qui m'a nourri. Ce qui m'a nourri, c'est la personne que j'ai rencontrée dans chaque pays qui m'a parlé de sa vie, beaucoup plus que la beauté du monde. Merci Yann, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Kenavo. Kenavo. Mon cher Vincent, j'étais ravi de parler avec toi, je t'embrasse et à très bientôt. À bientôt Yann, salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode d'Agora Stories jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'ajouter Agora Stories à vos favoris, d'inscrire de force vos amis sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. N'hésitez pas à partager vos contenus, idées et suggestions sur la page Facebook de l'émission. Ça nous aide à avancer. Si vous avez une histoire forte en lien avec une action à impact positif, n'hésitez pas à nous écrire sur hello@agorastories.co par message privé sur Twitter ou en DM Instagram via Agora Stories. Aussi, si vous me laissez votre email sur le site agorastories.co, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en formation et en accompagnement en stratégie de communication à impact, écrivez-nous sur hello@agorastories.co. Je suis Vincent Le Boudère et je vous dis à bientôt.